Donc après avoir vu donc une vidéo qui concernait donc les nucléides, les explications sur des nucléides, rappelez-vous que c'est juste un couple de protons-neutrons. Un couple de protons-neutrons constitue un nucléide, ou ce qu'on appelle un nucléide. Alors les nucléides peuvent subir donc des réactions nucléaires du noyau. Des réactions du nucléaire du noyau. Alors il y a deux types de réactions, soit il y a une formation, ou soit il y a un bombardement, on va dire un bombardement, ou soit une désintégration. Alors, par exemple, je vais prendre ceci, la réaction suivante. Si je prends 238, 90, 92, 90 ou 92, oui, je crois que c'est 92, l'uranium c'est 92, je vais regarder vite dans mon tableau de Mendeleev, qui se trouve... L'uranium c'est bien 92, ben, il va donner deux éléments avant du thorium. Va donner du thorium. Donc on a une transmutation aussi, ce qu'on appelle une transmutation, parce qu'il va changer complètement d'éléments. Donc vous voyez comment peut-être les atomes ont été créés. Hein. Les atomes auraient été peut-être créés par des réactions nucléaires qui, bon, par des intégrations, etc., passeraient d'un élément à l'autre, à l'autre. Donc on passerait par exemple, je sais pas moi, la création du fer, puis de la création du fer ou à la création du cobalt, etc., par réaction nucléaire. Bon, attention qu'il y a des éléments stables et des éléments instables. Hein. Bon, un élément stable, on peut le rendre instable en le bombardant via un proton ou un neutron. Voilà. Un élément stable, si je prends par exemple voilà, le carbone normal, hein, C12,6, le carbone normal, il est stable, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais si maintenant on bombarde, là on va le rendre instable. Quelque chose qui est stable, si on le bombarde, on va le rendre instable. Bon, mais ici, je ne suis pas au bombardement, hein. Je suis à la désintégration radioactive. Donc, ça va donner du thorium plus un hélium. Un hélium, c'est un noyau d'hélium. Ça donne un hélium. Et là, c'est ce qu'on appelle une désintégration radioactive. Ça se désintègre, si vous voulez. Désintégration radioactive. Ça, c'est une désintégration radioactive. Alors, je vous rappelle que il y a le principe de conservation, bien sûr des charges électriques, mais principe de conservation aussi de certaines choses que vous allez voir après. Notamment, je vais regarder, je vais voir aujourd'hui, enfin dans cette vidéo-ci, la désintégration radioactive, mais de type bêta-, parce qu'il en existe plusieurs. Je vais voir l'équation de désintégration radioactive de type bêta-. Donc là, j'ai une désintégration radioactive tout court, donc ça se désintègre. Vous voyez que ça se désintègre. Hein. Alors il y a des forces gravitationnelles, mais elles sont très petites. Hein, si je fais le rapport des forces de Coulomb, les forces électriques, j'ai fait un calcul, je ne me rappelle plus combien ça valait voilà, le rapport, mais les forces de gravitation, on est à l'ordre de 10 exposant 38, hein, ou voire 39. Bon, il faut que je trouve... Je vais le mettre dans un autre espace, hein, parce que bon...
Je vais mettre dans un autre espace. Donc c'est de l'ordre de 10 exposant 39, c'est normal, parce que les masses sont tellement petites. On a des masses très très petites, hein, 10 exposant moins 31, on a des forces donc de Coulomb. Sur les forces de gravitation, ben, on est à l'ordre de 10 exposant 39, parce qu'ici ce sont forces de gravitation, je vous rappelle c'est F est égal à constante de Cavendish M1 fois M2 sur la distance séparant par exemple proton, électron. Masse du proton, masse de l'électron, distance proton-électron. Voilà, c'est tellement petit ça. Tellement petit, parce que les masses du proton et de l'électron sont très petits. Bon, maintenant, si vous en faites l'interaction coulombienne de ces deux-là, là, ben, si vous faites le rapport interaction coulombienne, interaction gravitationnelle, c'est de l'ordre de 10 exposant 39. Donc, autant dire que les forces de Coulomb sont beaucoup plus grandes que les forces gravitationnelles. Et donc, on néglige ces forces gravitationnelles. Par contre, il y a une autre force, des interactions les forces nucléaires, qui sont beaucoup plus grandes que les forces de Coulomb. Mais c'est une portée beaucoup plus courte. Les forces d'interaction nucléaires sont de portée beaucoup plus courte, contrairement aux forces de Coulomb qui ont une interaction. Je veux dire, on peut les retrouver, je veux dire, elles existent même en, voilà, une tendance, on va dire, infinie, ces forces de Coulomb. Voilà. Donc les forces nucléaires sont beaucoup plus grandes que les forces de Coulomb, qui, elles, sont beaucoup plus grandes que les forces de gravitation. Donc ce que je vous ai montré ici, c'est une désintégration radioactive. C'est un type de désintégration radioactive. Donc on a ce qu'on appelle une transmutation. On a passé voilà, d'un corps X à un corps Y. Alors, bien sûr, vous aurez compris que ça, c'est comment est-ce qu'on appelle ça? Le noyau père ou le précurseur. Précurseur. Et ça, c'est le noyau fils. C'est le noyau fils. Bien sûr, on a la formation d'un hélion dans ce cas-ci. On a ce qu'on appelle un hélion qui est un noyau d'hélium. Bon, ça c'est une désintégration radioactive, mais il n'y a pas que ça qui existe. Il existe aussi des bombardements par des neutrons, protons aussi. Donc, par exemple, ça c'est ce qu'on appelle une réaction nucléaire. Alors, pas confondre une réaction nucléaire avec une désintégration nucléaire. C'est pas la même philosophie. La réaction nucléaire, je vais bombarder à l'aide d'un proton ou d'un neutron, par exemple. Et si je prends le cas d'un bombardement d'un isotope du calcium, qui est un isotope 44, calcium 20, je vais le bombarder ici avec un proton. Donc là, j'ai le calcium, l'isotope de calcium, je le bombarde par un proton. Bien, on aura, bien sûr, on a rajouté un proton hein, dans le paquet. Donc on en avait 20, on avait 20 protons. Et si j'additionne un proton en plus, j'ai un nouveau proton. Je vais être un proton. Mais alors à ce moment, on n'a plus du calcium. Hein, parce que, bon, si vous allez voir dans la table de Mendeleïev, ça va donner l'élément 21, scandium. Scandium. Ça va donner du scandium. Plus, et là, ça va donner normalement... ici c'est 44. 1. Je garde 44, mais à ce moment-là, je dois avoir 1. Ici, je dois avoir 0. Donc j'ai une conservation ici des protons. Les protons se conservent. Les charges
des protons se conservent. Et ça, en faisant ça, bon, c'est une charge nulle. La charge nulle, c'est un neutron. C'est un neutron. Donc vous voyez que je bombarde avec un proton, j'obtiens un neutron, et j'obtiens une transmutation, le calcium devient du scandium. Ça, c'est une réaction nucléaire. C'est pas une désintégration, c'est une réaction nucléaire. Ça. Pas confondre la désintégration de la réaction nucléaire. Alors j'aurais pu bombarder avec un neutron. Ici, je l'ai fait avec un proton. Donc là, c'est une désintégration radioactive. Ça c'est une désintégration radioactive. Voilà. Ça se désintègre. Vous voyez bien qu'un d'un élément, d'un précurseur, j'ai un noyau fils. D'un noyau père, je crée un noyau fils. Voilà. Et il s'est désintégré sans qu'on ait eu à bombarder quoi que ce soit. Voilà, sans qu'on ait eu à bombarder quoi que ce soit. Donc ce qui veut dire qu'ici, on n'a pas eu à ramener un proton à un neutron. On n'a pas eu à ramener un proton ou un neutron. Mais sachez que dans 238-92, on a 92 protons et... bon, je vais faire le calcul ici. 238 moins 92, 146 neutrons. C'est beaucoup, hein. Donc on a un excès de neutrons. On a un excès de neutrons par rapport aux protons. Donc on peut comprendre pourquoi il y a une désintégration ici. Hein. Sans bombardement de quoi que ce soit. Voilà. Alors maintenant, moi je vais voir la désintégration radioactive de type bêta-. Bêta-. Donc ce que je ne vais pas voir, c'est ceci. Je ne vais pas voir la réaction nucléaire. Je ne vais pas le bombarder. Je ne vais pas voir ça. Je vais voir la réaction de désintégration, mais bêta-. Alors je vous rappelle que bon, un nucléon, bon, est constitué de un nucléide est constitué de nucléons. Hein. Nucléons. Voilà, on a donc on a une conservation, en tout cas, des charges. Les charges se conservent. Les charges se conservent. Donc les charges vont se conserver. Et je vais voir ici la désintégration bêta-, parce qu'il existe aussi la désintégration bêta+. Bêta+. Il ne faut pas faire une soupe avec la bêta- et la bêta+. Donc c'est désintégration radioactive. De type bêta-. Alors comment ça va se passer? Eh bien tout d'abord on a, comme je vous l'ai dit, un précurseur, c'est-à-dire un noyau pair. Un noyau pair qui va donner bien sûr un noyau fils. Un noyau fils. Bon, auparavant je disais un noyau fils, mais ça se dit pas parce qu'on dit un noyau. On dit un noyau, donc bon, si c'était une noyau, j'aurais dit une noyau fille, mais bon, ici c'était un noyau. Donc je suis obligé de dire un noyau fils, mais bon, je me suis entendu dire une fois un noyau fille, mais bon, ça ne se dit pas. Donc supposons que j'ai un noyau pair, ou un précurseur si vous voulez. Hein.
avec une masse donnée que je vais appeler A, et un nombre de protons, bien sûr, et d'électrons, mais on s'en fout des électrons ici, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans le noyau, donc les électrons, on s'en fout. Eh bien, ça va se désintégrer en un noyau qui n'est pas X, puisque s'il se désintègre, il y aura une transmutation, puisqu'on a un nombre de protons qui va évoluer. Le nombre de protons évolue. Voilà. On aura voilà, une masse A qui va être, on va dire, constante. Donc là, on a une conservation, si vous voulez, du nombre de masses. Le nombre de masses A va rester constante. Alors je rappelle, nombre de masses, ça c'est tout des nucléides, hein, ça a été vu dans les vidéos précédentes, et les isobars sont des nucléides de nombre de masses égales, mais de numéros atomiques différents. Autrement dit, même nombre de nucléons, mais de nombre de protons différents. Ça s'appelle des isobars. Par exemple, même nombre de masses, 17 7N, 17 OO, 17 8O, 17 9F. Ils ont tous le même nombre de masses, 17, 17, 17. Donc, quand on a une transformation comme ça d'une réaction de désintégration qui va donner le même nombre de masses, on dira qu'on a la conservation du nombre de masses. C'est ce qu'on appelle une transformation isobarique. Donc on a une transformation, c'est une transformation isobarique. C'est une transformation isobarique. Pourquoi? Parce que le nombre de masses ici n'évolue pas. Hein. Vous avez AA, il y a une conservation des masses. Mais on a aussi une conservation des charges. Alors, justement, pour avoir l'équilibre des charges, eh bien, il faut que j'introduise un électron. Parce que là, j'ai Z et Z plus 1. Plus 1, moins 1, ça fait 0. Voilà. Et là, on aura 0. Plus un élément ici, 0. Et alors, bon, on aura 0. Et bien sûr, ici, on aura 0. Et on aura la création d'une particule qu'on appelle un antineutrino. C'est pour ça que je mets une barre. Parce que pas confondre le neutrino et l'antineutrino. L'antineutrino, vous devez mettre une barre sur le nu, c'est la lettre nu. Ouais, ici j'ai pas bien fait ça, j'ai mis gamma, mais c'est pas gamma, c'est la lettre nu. Bon, j'arrive pas à la faire correctement. La lettre nu, c'est quelque chose comme ça. Bon, c'est pas gamma, c'est nu. Faut savoir la faire. Hein. Bon, c'est nu, l'antineutrino. Bien sûr, vous retrouvez ici un autre élément. Et le bêta moins, c'est... le bêta moins, c'est... comment est-ce qu'on appelle ça encore c'est le bêta moins. Le bêta moins. Désintégration bêta moins. Je ne sais pas pourquoi je mets un chapeau alors qu'il est déjà sur le E. Voilà, bêta moins. Donc ça c'est vraiment la réaction typique de la désintégration radioactive. Bêta, de type bêta moins. Elle est de type bêta moins. Bon, et c'est toujours comme ça, les désintégrations radioactives, bêta moins, c'est toujours la même chose. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a la présence de l'émission, si vous voulez, d'un électron. Bêta moins, c'est l'émission
d'un électron. Alors la charge, que vaut la charge? Rappelez-vous qu'ici, un électron, sa charge c'est 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs. C'est la plus petite charge électrique qui puisse exister, c'est celle de l'électron. Voilà. Mais le proton, c'est la même charge, mais elle est positive. Proton, c'est la même charge, mais c'est positif. Bon. C'est-à-dire qu'ici, on a quoi? On a Z fois E, mais vous faites Z protons. S'il existe 3 protons, vous faites 3 fois 1,6 fois 10 exposant moins 19 coulombs pour savoir le nombre de charges que possède voilà, le Z fois E fait la charge totale. Il y a Z fois la charge d'un électron, mais bien sûr c'est positif ici. Il faut le prendre positif. Voilà, le résultat il sera d'office un plus. Parce que c'est des protons. La charge est positive. Il existe deux types de charges en électricité, les charges positives et les charges négatives. Il s'avère que le proton est de charge de type positif et que l'électron est de type négatif. Et que le bêta- est de type négatif et que le neutrino, bon, est neutre. Le neutrino, il s'avère qu'il est neutre. Donc, oui, quand je dis il existe deux types de charges, soit positif, soit négatif, mais s'il est ni l'un ni l'autre, il est neutre. Alors, vous voyez qu'on a une transmutation, parce qu'on va changer, si vous voulez, on va changer d'élément. On va passer d'un précurseur qui est X. Comme on a ajouté un Z plus 1 proton, bah, on a un autre composé, hein. Bon, on a une transmutation. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'univers a été créé, a composé ces éléments comme ceci par réaction nucléaire. Hein. L'univers a composé ses composants, enfin ces atomes, de cette manière-là, par réaction nucléaire. Donc on a une conservation des charges. Hein. Vous voyez bien que Z, c'est Z proton, mais de l'autre côté, ça va donner Z plus 1 proton, mais il y a un électron, donc il ne nous reste plus que, voilà, le plus 1 et le moins 1 se neutralisent, donc il va rester Z à gauche, dans le membre de gauche, et Z dans le membre de droite. Et le neutron, bon, il n'y a pas de charge, c'est neutre. Donc ça conserve, si vous voulez, les charges, mais ça va conserver aussi le nombre de masse A. Le nombre de masse A, là-bas, il est constant. Donc on a une transformation isobarique parce que le nombre de masses est conservé. Donc on a le même nombre de nucléons, si vous voulez. Isobare, ça veut dire même nombre de nucléons. Hein. Même nombre de nucléons, vous voyez que A c'est le nombre de nucléons dans le noyau. Alors, l'émission d'électrons négatifs apparaît lorsque le noyau est instable. Parce que contenant, par exemple, trop de neutrons par rapport aux protons. Quand il y a trop de neutrons par rapport aux protons, c'est le cas que je vous ai dit tout à l'heure, avec l'uranium. Voilà. Ici, vous voyez qu'il y a trop de neutrons par rapport aux protons. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a une réaction nucléaire, comme je vous l'ai indiqué, et puis s'ensuit bien sûr, comment est-ce qu'on appelle ça? S'ensuit, je veux dire, une désintégration radioactive de type bêta-. Quand on a trop de neutrons par rapport aux protons. Donc, c'est clair et net, quand on a trop de neutrons par rapport aux protons, il y a une formation d'une instabilité. C'est instable. Trop de neutrons par rapport aux protons constitue une instabilité. Je pense par exemple à l'uranium. Trop de neutrons par rapport aux protons peut constituer une instabilité. Donc, on a l'émission d'électrons négatifs quand on a ceci. Alors, bien sûr, ça veut dire que le noyau est instable. Hein. Trop de neutrons par rapport aux protons, ça veut dire que le noyau est instable. Et cette désintégration bêta-, elle suit très fréquemment les réactions
nucléaires dans lesquels on introduit un neutron dans un noyau stable. Donc, quand vous avez un noyau stable, ça c'est un noyau qui est stable. Bon, il y a des éléments stables dans le tableau de Mendeleev. Je crois qu'il y en a il y a 80 éléments stables, je crois. Il faudrait que je vois encore le tableau qui. Voilà, je crois qu'il y a 80. Bon, si je ne dis pas une bêtise, il y en a 81 qui sont stables. Si je ne dis pas une bêtise. Oui, il y en a 106 sur les 100. Enfin, il y a 103 éléments, donc 80, c'est possible qu'il y en ait 81 qui soient stables. Et puis toute une panoplie qui sont instables. Bon, voilà, je pense à l'uranium, au neptunium, au plutonium. Voilà, c'est la zone là-bas, le thorium, voilà, tout cela ont l'air d'être le francium, le radium, voilà, l'actinium. Pour moi, ce sont des éléments instables, mais disons qu'il devrait avoir autour de 80 éléments stables. Bon, je ne sais pas si c'est combien exactement. Bon, je tape une valeur 81 stable. Eh bien, quand on le bombarde, si vous voulez, avec un neutron, bombardement avec un neutron, je fais une réaction nucléaire là, pas une désintégration, c'est une réaction nucléaire, c'est du style de celle que je vous ai montré avec le proton. Hein. Là, ici j'ai bombardé avec un proton, voilà, un atome de calcium, l'atome de calcium, il est rendu instable et il fait une réaction nucléaire. Voilà. Mais ici, moi, si on bombarde avec un neutron, un noyau stable, de nouveau, qu'est-ce qu'on va avoir? Bien, on aura une réaction nucléaire tout d'abord, et ensuite va suivre ensuite une désintégration de type bêta-. Donc vous allez avoir une réaction nucléaire plus une désintégration de type bêta-. Donc vous allez avoir une réaction, si vous voulez, de type réaction nucléaire comme ceci, suivie d'une désintégration radioactive de type bêta-, celle-là. Donc réaction nucléaire plus désintégration radioactive. Vous allez avoir deux choses. Donc on va voir quand il y aura des réactions, voilà, un bombardement d'un noyau stable par un neutron. Donc j'ai un noyau stable, on le bombarde avec un neutron, donc il devient instable le noyau. Donc on aura la réaction nucléaire suivie d'une désintégration de type bêta-. Donc on aura une transmutation, si vous voulez. Donc une transmutation. Alors la transmutation, elle peut se relever de plusieurs types. Il peut y avoir plusieurs types de transmutation. Je vais prendre un exemple. On va prendre le carbone. Je prends le carbone 14. Carbone 14. Le carbone 14, il est instable. Contrairement au carbone 12, vous savez qu'il est dans le tableau de Mendeleev, il est stable. Hein. Le carbone 12, 12, 6, il est stable. Vous voyez, là-bas, il est marqué isotope, même nombre de protons. Il y a 12, 6C, il y a 13, 6C, il y a 14, 6C. Bon, il n'y a pas besoin de marquer le 6, je vous le dis tout de suite. Hein. En voyant carbone, on sait bien que c'est le numéro atomique vaut 6, hein, je vous le dis tout de suite. Bon. Donc, il y a dans les carbones, il y a 12, l'isotope 12C, bon, on sait bien que le C c'est 6, hein, je ne suis pas obligé de marquer le 6. Il y a le 13 C6 et le 14 C6. Alors, le 14 C6, ce sont des réactions qui se font de désintégration dans l'atmosphère et qui se retrouvent au sol à un moment donné, voilà, à cause des pluies, ou qui se retrouvent au sol à cause de la, comment ça s'appelle ça, la réaction chlorophyllienne, sur les chlorophylles donc des plantes. Donc on va retrouver sur les plantes du 14-6C. Voilà. Donc je vais m'intéresser à cette composé instable, parce que le 12C il est stable, hein, vous savez très bien, je dis qu'il y avait 80 éléments stables, parmi ces éléments-là, ben, le carbone 12-6C, qui est dans le tableau de Mendeleev, maintenant,
Bon, ça c'est un isotope du carbone, et celui-là, il est instable. Alors pourquoi il est instable? Parce qu'il possède, si vous voulez, un excès de neutrons par rapport au 12,6C. 12,6C, là il y a 6 protons, et 12 moins 6, ce qui fait 6 neutrons. On a 6 protons et 6 neutrons. Donc on a le nucléide 6, 6, 6 protons et 6 neutrons. Maintenant, voyons voir le 14C6. Il possède donc toujours 6 protons, mais cette fois-ci 14 moins 6, ce qui fait 8. On a 8 neutrons. Donc, vous voyez qu'ici on a un excédent de neutrons par rapport aux protons. Donc, ce qui veut dire qu'il est instable. Il est instable. Donc, s'il est instable, il va avoir une tendance à rentrer dans une forme de désintégration, et c'est ce qui se passe dans l'atmosphère. Alors, la désintégration, elle est simple. Voyons voir l'équation. Elle est très simple. Hein. Bon, c'est celle-ci. Voilà. Donc, ça va me donner un proton, et puis une désintégration bêta- avec un neutrino, antineutrino. Donc, l'élément 7, alors si je regarde dans le 7, c'est l'azote. Hein. Le 7, c'est l'azote. Le 7, c'est l'azote. Alors, rappelez-vous que je vous ai dit que c'est une transformation isobarique. Donc, le nombre de masses ne varie pas, ce sera 14. Alors, bien sûr, on a un bêta- qui va être créé. Bien sûr, ici, c'est un -1. Alors ici, c'est bien 6 plus 1, ça fait 7. Moins 1, 7 moins 1, ça fait 6. On a conservation des charges, plus un antineutrino, nu, barre, antineutrino. Et là, bien sûr, c'est 0. Vous voyez que l'excès de neutrons a fait en sorte que on a eu une instabilité qui a créé la désintégration. Donc, et on a eu la désintégration exactement, la bêta-, c'est une désintégration bêta-. Et ça, c'est un cas de figure. C'est le cas de figure, par exemple, d'un atome qui subit une transmutation du carbone vers l'azote. Et je vous dis que dans l'univers, pour moi, les éléments se sont créés comme ça, par réaction nucléaire, et par un jeu comme ça de réaction en chaîne, de désintégration, réaction nucléaire, plus désintégration, suivi de désintégration, pour composer les atomes existants sur Terre et sur l'univers, où on en compte 103 atomes existants, mais plus de 3000, je ne sais pas combien, si on compte tous les nucléides, en comptant les isotopes, etc., etc. Alors il y a ceux qui sont naturels et les artificiels, bien sûr. Alors, intéressons-nous maintenant au bêta-, ici. Celui-ci, il possède donc une charge négative. Genre électron. C'est un genre électron. Attention que ce n'est pas un nucléon. Un nucléon, qu'est-ce que c'est que les nucléons? C'est les protons, neutrons. Donc celui-là, ce n'est pas un nucléon. C'est une particule qui est beaucoup plus petite et plus légère de la famille des... elle fait partie de la famille des leptons. Elle fait partie de la famille des leptons. Son nombre de masse correspond à 0. Et celui-là, c'est un antineutrino. C'est une particule neutre qui est aussi de la famille des leptons. Donc, l'antineutrino et la particule bêta- sont tous les deux de la famille des leptons. Alors, je rappelle que l'antineutrino n'est pas aussi un nucléon, hein. Ce n'est pas un proton ni un neutron. Et son nombre de masse vaut 0. Alors, maintenant, voyons voir donc ce que je peux faire, c'est vous montrer une deuxième réaction. Hein. Une deuxième réaction. Alors ça, c'est une réaction typique faisant intervenir donc des bêta-. Mais il y en a une autre, c'est une désintégration du neutron qui va donner aussi du bêta-.
Là, ce sont des composés, ce sont des noyaux, mais le neutron peut aussi donner du β-. Alors comment? Eh bien, il faut savoir une chose, pour ça il faut savoir quelques petites choses, c'est que le neutron libre, le neutron peut exister sous forme soit libre, soit lié à d'autres neutrons. Soit il est libre, soit il est lié à d'autres neutrons. Alors, le neutron libre, c'est-à-dire celui qui est non lié à d'autres nucléons, ce neutron-là, libre, il est instable. Donc, il peut, comme il est instable, il va essayer de retrouver une forme de stabilité et il va faire une réaction de désintégration de type β-. Puisqu'il est instable, il va vouloir retrouver une certaine stabilité. Alors, il existe deux endroits dans la nature où les neutrons sont stables. C'est les neutrons liés entre eux. On les retrouve par exemple en association de, voilà, par lien dans le noyau. Parce que bon, dans le noyau, on retrouve des neutrons et des protons liés entre eux. Donc là, on les retrouve, ils sont stables dans le noyau. Les neutrons liés sont stables. Dans les étoiles à neutrons, si vous voulez, on a une association aussi de neutrons. Mais là, c'est une toute autre échelle parce que c'est dans le tout grand. On n'a qu'une association donc de neutrons entre eux. Une association de neutrons entre eux. Donc dans les étoiles à neutrons, c'est stable. Dans le noyau, ils sont liés entre eux, c'est stable. Voilà. Par contre, quand on a un neutron libre, là, il est instable. Ça peut durer environ quelques minutes. Donc, il est d'instabilité. Et puis, il va former, si vous voulez, une réaction de désintégration β-. Alors, comment? Ben, le neutron libre, attention que je suis à celui qui est instable, qui a duré un petit temps d'instabilité. Le neutron libre va former une réaction en formant, bien sûr, un proton. Donc le neutron va donner un proton. Plus, comme je vous ai dit, il va donner du β-. Et bien sûr, on retrouve notre fameux neutrino. Voilà, ça c'est un deuxième cas de figure de désintégration β-. Alors, le rayonnement β-, si on met une particule qui va rayonner, bien sûr dans une chape de plomb, là, on met une chape de plomb, elle va rayonner dans une certaine direction. Bien sûr aussi on peut mettre des électrodes, plus moins. Le gamma, il va aller en ligne droite. Ça, c'est du rayonnement gamma. Les particules alpha vont être dirigées voilà, vers le moins. Et les bêta- vont être dirigées vers le plus. Le gamma, c'est un rayonnement. Hein. Donc, le rayonnement alpha, il est légèrement incurvé sous l'action du champ électrique, c'est un champ électrique, hein, plus ou moins c'est un champ électrique. Donc il est constitué, ça veut dire de charges, comme il est attiré par le moins, il est constitué de charges positives. Il est constitué de particules de charge positive. Donc je dirais même plus 2. Plus 2. Alors c'est un
de 4, c'est un noyau d'hélium. Donc ici, il est bien, le proton, il est 2 plus. C'est des protons. C'est des protons, on va dire que c'est des protons. Ce sont des protons. Donc les particules alpha vont être attirées par le moins de l'électrode. Cette électrode-ci va attirer les bêta-moins. Donc ça prouve que les bêta-moins sont négatifs. Donc le rayonnement alpha est légèrement incurvé sous l'action du champ électrique. Il est constitué, si vous voulez, de particules de charge positive plus 2, de masse égale à environ 4 fois la masse d'un atome d'hydrogène. Et les particules peuvent avoir des vitesses variant de 1,4 fois 10 exposant 7 mètres par seconde à 2 fois 10 exposant 7 mètres par seconde. Donc elles sont arrêtées par une feuille de papier ou par une feuille métallique de 0,1 mm. Je parle de particules alpha. Donc quand je dis charge plus 2, c'est le proton, 4 fois plus grand que l'hydrogène, mais vous avez compris que c'est un noyau d'hélium, qu'on appelle un hélion. 4 fois plus lourde, je vais regarder tout de suite si je raconte pas de bêtises là, dans le tableau de Mendeleïev. Oui, c'est ça. L'hélium. Oui, l'hélium c'est bien 4. Hein. 4 fois plus lourde que l'hydrogène, c'est l'hélium. 4 fois plus lourde que l'hydrogène, c'est bien l'hélium. Et l'hélium a bien 2 électrons et donc 2 protons. Donc il a une particule de charge plus 2. Et bien sûr, 4 fois plus lourd que l'hydrogène. Donc c'est bien un noyau d'hélium. La particule alpha, c'est bien l'hélion. C'est bien l'hélion. La particule alpha, c'est bien l'hélion. C'est celui que je vous ai mis tout à l'heure. Donc, je ne sais pas si je l'ai effacé. Là, ici, ça c'est particule alpha. Particule alpha. Bon, donc, on va dire qu'il est légèrement incurvé, donc sous l'action d'un champ. Par contre, le bêta-, il est plus incurvé. Donc lui, il est plus fortement incurvé que les rayons alpha, mais en sens contraire, il va se diriger plutôt vers l'électrode positive. Donc ça veut dire que si il se dirige sur l'électrode positive, c'est qu'il est chargé d'une charge négative, moins 1, et de masse égale à 9 fois 10 exposant moins 31 kg. Vous aurez compris que c'est la masse de l'électron. 9 fois 10 exposant moins 31 kg, c'est la masse de l'électron. Donc, il correspond à un électron négatif, si vous voulez. Alors, les particules bêta- ont des vitesses de l'ordre de 10 exposant 8 mètres par seconde à 2,9 fois 10 exposant 8 mètres par seconde, c'est-à-dire que ils sont plus rapides, si vous voulez, que le rayonnement alpha. Ils sont plus rapides que le rayonnement alpha. Et alors, lui, les rayonnements bêta-, ils sont plus, on va dire, très pénétrants, et ils peuvent, si vous voulez, pénétrer, si vous voulez. Alors que les noyaux alpha, on peut les arrêter avec une 0,1 dixième de feuille métallique. Les bêta, eux, il faut 7 cm, 7 cm de plomb. Ils peuvent traverser 7 cm de plomb. Les bêta-. Alors maintenant, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi la particule gamma va tout droit? Étrange. Alors que le bêta- est attiré, parce que comme il est négatif, il est attiré par le plus, et l'alpha, il est considéré comme étant plus, il est attiré par le moins. Pourquoi le gamma va tout droit? Tout d'abord, de 1, c'est une onde. Bon, les deux autres sont considérés comme des particules. Le rayonnement gamma, c'est un rayonnement, déjà de 1. Et en plus de ça, bon, c'est un rayonnement, bon, il ne va pas interagir avec le champ électrique. Donc il ne subira pas de déviation par les champs électriques et magnétiques des particules, si vous voulez. Alors les gamma,
les particules ne sont pas chargées. Et comme je vous ai dit, ce sont des ondes électromagnétiques de très haute fréquence. Donc c'est-à-dire 3 fois 10 exposant 18 Hertz, voire à 3 fois 10 exposant 22 Hertz. Et celles-là, elles sont très pénétrantes, hein, parce que c'est normal, c'est une onde. Elle est beaucoup plus facile à pénétrer parce que c'est une onde. Donc, les plus pénétrantes, c'est les gamma. Hein. C'est les gamma qui sont très pénétrantes. Ensuite vient les bêta moins, ensuite, bon, dans une moindre mesure, les alphas. Alors maintenant, comment savoir, maintenant je vais terminer la vidéo, mais juste pour savoir, quand vous avez un AZ A, AZ, X, ça c'est le noyau, c'est un nucléide, hein, un couple, c'est un couple, Z proton, A moins Z neutron, A moins Z neutron. Eh bien, ça c'est un nucléide, hein. Donc on a une composition, on va dire, de nucléons. Z proton et A-Z neutrons, c'est les nucléons. Ce sont les protons-neutrons constituent les nucléons. Donc un nucléide est constitué donc de nucléons. Alors il y a deux cas de figure qui peuvent se présenter. Bon, on peut avoir un cas de figure, on a A égale Z. Bon, je prends l'hydrogène. On a 1. C'est un cas de figure un peu particulier. Mais généralement, le A il est beaucoup plus grand que le Z en général. Et voilà. Alors deux cas de figure peuvent se présenter. 1 moins Z égale nombre de neutrons. Pourquoi? Parce que les nucléons, c'est ce qui est dans le noyau, c'est les protons, neutrons. La somme de protons, neutrons fait la masse du noyau. Donc on fait A. Proton plus neutron fait A. Donc si proton plus neutron, je vous rappelle que les protons, c'est Z, c'est le numéro atomique, c'est le nombre d'électrons, donc le nombre de protons, plus le nombre de neutrons, ben on peut trouver, bien sûr, le nombre de neutrons qui est A-Z. Hein. Le nombre de neutrons, c'est A-Z. Voilà. Bon, il y a deux cas de figure. Soit vous avez, je prends un exemple, 6 moins 2, ça fait 4, ou je peux avoir 6 moins 4, ça fait 2. Eh bien, soit on peut avoir plus de neutrons que de protons, ou soit on peut avoir plus de neutrons, soit on peut avoir plus de neutrons que de protons, soit on peut avoir plus de... il y a peut-être des cas de figure, on a un nombre de neutrons égale le nombre de protons. Mais disons qu'en général, on aura soit plus de neutrons, dans le cas 6 moins 2 égale 4, on a plus de neutrons, puisque j'ai deux protons et 4 neutrons. Donc en faisant 6 moins 2, j'obtiens 4, j'obtiens plus de neutrons que de protons. Mais si je fais 6 moins 4, si j'ai 4 protons, ben, voilà. Donc si on a beaucoup plus de protons, la masse est beaucoup surchargée. Et alors, comment voit-on qu'elle est surchargée? C'est à partir de la moitié. Hein. À partir de la moitié. Quand est-ce qu'on est surchargé? Je prends par exemple une valeur de nombre de masse égale à 10. 10. Eh bien, si vous dépassez la moitié, 5, voilà, on aura 10, 5. Voilà. Si maintenant j'ai 6 protons, ben, ça laisse moins de place aux neutrons, puisque j'aurai plus que 4 neutrons, 10, moins 7, voilà, ça fait 3, 10, moins 8, ça fait, voilà, ça c'est les protons, et ça c'est les neutrons. Donc on aura plus de... ça c'est égal, hein, c'est un cas de figure un peu spécial, mais voilà, on a autant de protons que de neutrons, mais quand est-ce qu'on aura moins de neutrons que de protons? Mais c'est quand on est surchargé en protons par rapport à la moitié, par rapport à 5. Par rapport à la moitié du nombre de masse, quand on est surchargé par rapport au nombre de masse, on aura plus de protons, donc on aura moins de neutrons. Et inversement, hein, si je fais 10 moins 4,
Mais là, on est en dessous de la moitié pour le nombre de protons, donc on a plus de neutrons. Et plus de neutrons signifie instabilité. Hein. Excédent excédent de neutrons signifie l'excédent de neutrons signifie instabilité. Hein. Excédent de neutrons signifie instabilité. Je vous remercie.